À la une de l'actualité, l'homme politique malien Soumaïla Cissé est la dernière otage française encore détenue dans le monde. Sophie Petronin ont été libérés ainsi que 2 Italiens. L'opposant guinéen Cellou Dalein Diallo a exhorté le président sortant Alpha Condé à partir dignement à la retraite, mettant en doute sa capacité à 82 ans à exercer un nouveau mandat. Et puis le gouvernement congolais a promis d'agir contre des humanitaires accusés d'abus sexuels lors de la lutte contre l'épidémie de la fièvre hémorragique d'Ebola dans l'est de la RDC. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Des partisans de l'ancien président sierra-léonais Ernest Bai Koroma ont empêché ce jeudi son interrogatoire par une commission anticorruption dans la ville de Makeni, située dans le nord du pays. Ils ont érigé des barrages routiers et scandé des slogans en sa faveur. On ignorait dans l'immédiat si l'interrogatoire, initialement prévu lundi, était à nouveau reporté. La commission avait décalé le rendez-vous une première fois et décidé de le maintenir à l'extérieur de la capitale Freetown pour des raisons de sécurité. En ce qui le concerne, l'ancien président sierra-léonais a tweeté ce jeudi qu'il souhaitait que la réunion avec les enquêteurs se déroule par tous les moyens pacifiques possibles. Des membres de son parti qualifient pour leur part sa mise en cause de chasse aux sorcières. Pour rappel, cet interrogatoire d'Ernest Bai Koroma intervient alors qu'une commission d'enquête a conclu en mars que des millions de dollars restaient introuvables après avoir épulché les comptes datant des années de pouvoir de ministères et d'entreprises publiques. Tout comme lui, quelques 130 personnalités liées à son régime sont interdites de sortir du territoire. Soumaïla Cissé, homme politique malien d'envergure, et Sophie Petronin, dernière otage française encore détenue dans le monde, jusqu'alors présumée aux mains des djihadistes, ont été libérés. 2 otages italiens, dont un prêtre enlevé au Niger en 2018, ont aussi été libérés. Outre l'homme politique malien Soumaïla Cissé et la dernière otage française encore détenue dans le monde, Sophie Petronin, les Italiens Nicolo Ciaccio et le père Pierluigi Macali, aux mains de groupes djihadistes, ont été libérés. La libération annoncée jeudi a eu lieu mardi, dit le gouvernement. Aucun détail n'a été fourni dans un premier temps sur les circonstances de cette libération annoncée qui se dessinait depuis le week-end. Sophie Petronin avait été enlevée le 24 décembre 2016 par des hommes armés à Gao, au nord du Mali, où elle vivait et dirigeait depuis des années une organisation d'aide à l'enfance. Comme ça va beaucoup mieux. Je remercie les autorités maliennes pour tout ce qu'elles ont fait. Le gouvernement français qui, paraît-il, a œuvré également. Ce pays, j'y ai passé presque un quart de siècle dans le Nord pour soigner les enfants, la malnutrition, etc. Ma plus grande joie aujourd'hui est de savoir que mon assistant a pu continuer le travail sans moi. Voilà. Alors, pour le Mali, je vais prier, implorer les bénédictions et la miséricorde d'Allah, parce que je suis musulmane. Soumaïla Cissé, pour sa part, deuxième à 3 reprises de l'élection présidentielle, avait été enlevé le 25 mars alors qu'il faisait campagne pour les élections législatives dans la région de Tombouctou, dans le nord-ouest. Soumaïla Cissé, libéré ce jeudi plus de 6 mois après son enlèvement, est une figure éminente de la politique et de l'histoire récente et tourmentée du Mali. Il a été enlevé le 25 mars alors qu'il faisait campagne pour les élections législatives dans la région de Tombouctou. À son arrivée à Bamako, après avoir été libéré du nord du Mali où il était détenu, pas de présumé djihadiste depuis plusieurs mois, l'ex-otage Soumaïla Cissé a remercié les autorités maliennes. On le suit. Je suis très heureux d'être là. Pour le Mali, pour ma famille. J'ai passé 6 mois dans les conditions que vous savez. Sous un climat les plus austères. Dans des conditions de vie très difficiles, vous le savez, dans le Grand Sahara. Dans un isolement qui est quasi permanent dans ces zones.
Mais je dois avouer que je n'ai subi aucune violence, ni physique, ni verbale. Mais aujourd'hui, le propos, c'est pour remercier. Remercier les nouvelles autorités maliennes. Elles ont changé pendant mon absence. Le président et le vice-président ont été investis le 25 septembre. Dès le 26 septembre, j'ai été faire une vidéo à la demande de mes ravisseurs pour donner signe de vie. Ça veut dire donc que le président a été efficace. Pendant ce temps, en Guinée, l'opposant Cellou Dalein Diallo a appelé le président Alpha Condé à partir à la retraite. Il a lancé cet appel dans une interview qu'il a accordée à France 24 et RFI. Le principal candidat de l'opposition à l'élection présidentielle en Guinée, Cellou Dalein Diallo, a exhorté le président sortant Alpha Condé à partir dignement à la retraite. En l'appelant à partir à la retraite, il met en doute sa capacité à 82 ans à exercer un nouveau mandat. Avec son âge, il n'a plus la capacité physique et intellectuelle d'exercer cette fonction exigeante de président de la République, a déclaré Cellou Dalein Diallo dans une interview à France 24 et RFI de Macenta, au sud de Guinée, où il était en campagne. Je pense qu'il devrait accepter de partir dignement à la retraite et nous allons lui réserver vraiment tous les honneurs et toute la sécurité due à un ancien président, a poursuivi l'opposant, affirmant son respect pour son âge et sa fonction. Mais il ne suffit pas de revendiquer d'avoir été président de la Fédération des étudiants d'Afrique noire en France, d'avoir fait 40 ans de combat pour la démocratie et une fois au pouvoir, on oublie tout ça et on veut se maintenir à tout prix, a-t-il estimé. Cellou Dalein Diallo a également souligné que le président Condé faisait essentiellement campagne par visioconférence. Ancien opposant historique, Alpha Condé, premier président démocratiquement élu en 2010 après des décennies de régime autoritaire en Guinée, a été réélu en 2015. Il a fait adopter, lors d'un référendum contesté en mars, une nouvelle constitution qui maintient la limite de mandat présidentiel à 2, mais lui et ses partisans arguent que ce changement de loi fondamentale remet le compteur à 0, tandis que ses adversaires dénoncent un coup d'État constitutionnel. En République démocratique du Congo, le gouvernement a promis d'agir contre des agents des organisations internationales accusés d'abus sexuels, et ce, lors de la lutte contre l'épidémie de la fièvre hémorragique d'Ebola dans l'est du pays. Plus de 50 femmes congolaises ont affirmé avoir été victimes d'exploitation sexuelle sous forme de chantage à l'emploi par des employés déployés dans la lutte contre Ebola entre 2018 et 2020 par des agences de l'ONU, notamment l'OMS et l'UNICEF. Face à cette situation, le ministre congolais de la Santé a déclaré à la presse que le gouvernement va constituer une équipe d'enquête qui va se rendre au Nord Kivu et va établir des responsabilités et sanctionner. Le gouvernement congolais va agir, n'est-ce pas? Nous allons constituer une équipe d'enquête qui va se rendre au Nord Kivu pour mener ces enquêtes-là et établir les responsabilités. Nous avons assisté à une dénonciation de la part des femmes qui ont travaillé à l'Est pendant la lutte contre Ebola au Nord Kivu. Et elles ont dénoncé l'exploitation sexuelle, n'est-ce pas, pour jouir de bénéfices, par exemple d'engagement dans un travail, ainsi de suite. Nous avions contacté les organisations qui sont impliquées, dont les employés sont impliqués dans cette situation d'exploitation sexuelle, notamment l'OMS et l'UNICEF. La RDC organisera aussi une autre enquête ciblant des fonctionnaires congolais en vue de prévenir ce genre de comportement dans la province de l'Équateur au nord-ouest qui fait face à une nouvelle épidémie d'Ebola, la 11e enregistrée dans le pays qui a fait 50 décès depuis juin. En Algérie, le viol et l'assassinat d'une femme de 19 ans a déclenché un vif émoi, relançant le débat sur la peine capitale d'une part et sur l'urgence de la lutte contre les violences faites aux femmes. Reportage.
Le corps de Shaima a été retrouvé début octobre après sa disparition au niveau d'une station essence désertée à l'est d'Alger, la capitale. La jeune fille a été battue et violée avant d'être brûlée vive, selon les médias locaux. Le suspect passé aux aveux est poursuivi pour viol et homicide volontaire avec préméditation et guet-apens en utilisant la torture. Il s'agit, selon la mère de la victime, d'une ancienne connaissance de la famille contre laquelle la jeune fille avait porté plainte pour viol en 2016. La mort de Shaima a déclenché une vague d'indignation sur les réseaux sociaux où les internautes fustigent un crime crapuleux et réclament justice. À mémoire de la victime, un message est largement partagé sur la toile « Je suis Shaima ». Dans une vidéo poignante diffusée sur les réseaux sociaux et reprise par les télévisions locales, la mère de la victime, s'adressant directement au président algérien Abdelmadjid Tebboune, réclame l'exécution du coupable. Sur Internet également, le débat sur la peine capitale est relancé. Toutefois, la remise en cause du moratoire sur les exécutions appliquées en Algérie depuis 1993 divise la société. La peine de mort n'est pas dissuasive, elle est discriminatoire et ne protège pas les personnes les plus vulnérables, explique la directrice d'Amnesty International pour l'Algérie. Le pays a recensé jusqu'ici 38 féminicides pour la seule année 2020. Et puis un camion-citerne rempli de gaz a explosé et provoqué un incendie à Lagos, au Nigeria. On déplore au moins 5 morts, 3 blessés graves et d'importants dégâts matériels. Le camion a explosé aux alentours de 6 heures du matin à la station-service de Baruwa Ipaja, un quartier de Lagos, l'immense capitale économique du Nigeria, peuplée de 20 millions d'habitants où les accidents de ce type se produisent souvent. Le camion était en train d'être déchargé de son gaz lorsqu'il a explosé, a déclaré un employé de l'Agence nationale de gestion des urgences. Nous avons retrouvé 5 corps carbonisés et réussi à porter secours à 3 personnes, une femme et ses enfants, a-t-il ajouté. Les blessés, gravement brûlés, ont été transportés dans un hôpital à proximité. Plus de 40 maisons, 89 boutiques et plusieurs véhicules ont été incendiés. En début d'après-midi, les pompiers étaient encore sur place pour éteindre les foyers résiduels. Les explosions de camions-citernes et d'oléoducs sont fréquentes au Nigeria, premier producteur de pétrole d'Afrique, mais où la majorité des quelques 200 millions d'habitants vivent dans la pauvreté. Fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi.